Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le candidat à l'élection présidentielle du parti Reconquête que vous avez donc créé. On va parler avec vous d'Europe et on va parler de la campagne, de votre campagne. Vous avez écouté Emmanuel Macron. Il a proposé notamment l'intégration de l'interruption volontaire de grossesse et de l'environnement à la Charte des droits fondamentaux de l'Europe. Vous êtes d'accord ? Vous savez, Emmanuel Macron aime bien les grands discours, les grands mots, les grands principes. Vous détestez pas les grands mots et les grands discours? Moi, j'aime beaucoup les grands mots, les grands discours, mais quand ils ont du talent d'abord. Et ensuite, il aime mettre des grands principes dans des chartes. Il ne faut pas oublier que... Déjà, la charte. Bien sûr. Mais vous savez, ces chartes, après, c'est utilisé. C'est utilisé comme des principes et comme des règles de droit. Oui, c'est appliqué. Et après, c'est appliqué par des juges. Et les juges peuvent ainsi, en quelque sorte, diriger la politique des pays, à la place des peuples. Moi, vous voyez, et c'est le premier principe que je voudrais opposer à cette Europe d'Emmanuel Macron, je suis pour une Europe des peuples et des nations. Je suis pour une Europe de la démocratie et non pas une Europe de la technocratie et de l'oligarchie judiciaire, du gouvernement des juges. Emmanuel Macron, dans tout son discours, et on va en parler, manifestement, il est pour une Europe des technocrates et des juges. Moi, je suis pour une Europe des peuples. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur l'interruption volontaire de grossesse. Mais je ne veux pas répondre. Oui, mais quand même. Je ne veux pas répondre. Si vous voulez, je réponds sur le principe. D'accord. Je réponds sur... Donc c'est non. Donc, je ne veux plus de ces chartes qu'on nous impose et qui permettent aux juges de gouverner à la place des peuples. Je veux que les peuples gouvernent. Je veux que les peuples dirigent. C'est le principe de la démocratie, Rutel Krief. Moi, je respecte le principe de la démocratie. Attendez, si vous défendez la civilisation européenne dans ses valeurs, hein, notamment de liberté, notamment de droit, enfin, bon, la Charte des droits fondamentaux européens, c'est quelque chose qui veut dire qui a un sens pour le reste du monde. Je continue, Rutel Krief. Je continue. Moi, je vois le résultat. Le résultat, c'est qu'ensuite, des juges, la Cour de justice, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, empêchent les peuples de diriger leur pays, empêchent des peuples de s'exprimer. Je vous donne des exemples. Un jour, la France veut expulser un terroriste algérien, un djihadiste algérien. Je crois que c'était en 2018. La Cour européenne des droits de l'homme, sur fondement de cette charte et de tout ce qu'on y met dedans, a dit « Eh ben non, c'est pas possible ». Est-ce que vous trouvez ça normal ? La Cour européenne des droits de l'homme, c'est le Conseil de l'Europe. Oui, non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Cour de justice européenne, Cour européenne des droits de l'homme, tout ça, ce sont les juges. D'ailleurs, ils passent leur temps à dialoguer, comme ils disent, le dialogue des juges. Parce qu'en fait, ils se renforcent les uns les autres. Vous voyez, je vous donne un autre exemple. Le Conseil constitutionnel. Un jour, on lui présente une affaire de passeurs, de clandestins. Et le Conseil constitutionnel estime qu'on ne peut pas poursuivre un passeur de clandestins, tout simplement parce que dans la devise républicaine française, il y a liberté, égalité et fraternité. Et donc, au nom du principe de fraternité, eh ben, les passeurs sont d'innocents passants. Oui. Vous voyez ? Là, c'est le Conseil constitutionnel français, on est d'accord. Je vous explique. Oui. Il y a parce que c'était très... Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai écouté soigneusement Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a parlé pendant un long moment, avec un style un peu empoulé, de la défense de l'état de droit. Oui, c'est son premier chapitre. Voilà, vous voyez, vous avez retenu comme moi. Et c'est tout à fait noble, l'état de droit. C'est bien, ça veut dire que les libertés sont respectées, sont protégées. Tout ça, c'est très bien. Sauf que... C'est notre civilisation, c'est nos principes, c'est nos valeurs. Mais évidemment, c'est nos principes, etc. Ça fait des siècles qu'on les a mis au point, tout bêtement, pour remonter au christianisme. On ne va pas refaire cette histoire. Je suis tout à fait d'accord. Mais depuis, 30 ans, 40 ans, 20 ans, vous voyez, ça dépend des moments, ça dépend des juges. Les juges ont utilisé ces principes, les ont interprétés. Vous savez, on fait dire ce qu'on veut à un texte d'il y a 2 siècles. Et pour imposer leur idéologie et contre la volonté des peuples. On le voit dans la bataille avec les Hongrois, on le voit dans la bataille avec les Polonais. Ça sera la même chose avec le peuple français. Moi, je ne veux plus qu'au nom des grands principes, tout à fait honorables, qu'au nom de l'état de droit, tout à fait honorable et respectable,
On impose une idéologie au peuple français. Alors, vous dites, il a fait un discours sur l'universalisme européen, pas un mot pour défendre les Français. L'Europe de Macron est sans corps, sans tête, sans âme. Mais je voudrais être très concrète. Vous ne reconnaissez pas à cette Europe le succès du plan de relance, par exemple, dans lequel la solidarité a changé les règles des 3%, a bousculé tout, a fait... Si, on les a mis de côté provisoirement. Oui, mais on va voir. Absolument. Mais en tout cas, elle les a mis de côté, et peut-être pour changer. Et a fait le quoi qu'il en coûte, a permis à un certain nombre de gens de survivre à la crise. Je me permettrai de revenir, de savoir raison garder, comme on dit. Si vous me permettez, ce prêt, 750 milliards, la moitié en gros, subvention, la moitié prêt. D'abord, petite réflexion liminaire, vous savez que c'était interdit par les traités. C'est-à-dire que, selon les traités, la Commission de Bruxelles n'avait pas le droit de s'endetter. Donc vous voyez, quand on me dit qu'il faut respecter les traités, ça ne vaut pas pour tout le monde. On était content qu'elle le fasse. Non, pas du tout. Je vais finir. Mais c'est pour vous dire, parce que je sais qu'on va me dire, moi, pour l'immigration, je dis d'avance, je mets de côté les traités, le traité de Schengen, etc. Mais je vous dis simplement, vous voyez, il n'y a pas que moi. Bon. Puis, qu'est-ce qui se passe? En vérité, vous dites on avait besoin de ça pour le quoi qu'il en coûte. Oui. Non. Le quoi qu'il en coûte a été financé par l'endettement qui est lui-même financé par la Banque Centrale Européenne, qui faisait une politique de quantitative easing depuis de nombreuses années, depuis en gros que Mario Draghi avait pris la direction de la BCE, et qui inondait d'argent tous les pays, y compris la France. Encore une fois, petite réflexion, ça aussi, c'était interdit par les traités. Donc, on n'avait pas besoin de cet argent. On aurait pu continuer avec le quantitative easing de la Banque centrale. En vérité, M. Macron a fait de l'idéologie. C'est-à-dire qu'il rêve ce qu'on appelle un moment hamiltonien. Vous savez, aux États-Unis, à la fin du XVIIIe siècle, Hamilton était le secrétaire d'État aux finances et il a fait un grand emprunt qui a fédéré tous les États américains. En vérité, M. Macron fait de l'idéologie là-dessus. Il rêve des États-Unis d'Europe. Il veut noyer la France dans les États-Unis d'Europe. D'ailleurs, j'ai remarqué une réflexion qu'il a faite assez intéressante, et je reviendrai sur votre prêt. Il dit à un moment, évoquant les 2 guerres mondiales, ce sont des guerres civiles européennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une nation européenne dans sa tête. Ça veut dire que les affrontements entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, parce que c'est les 3 grandes nations, sont des affrontements de nationaux communs. À l'intérieur d'une même civilisation. Non, parce que c'est un mot... Attendez, pardon. C'est un mot auquel vous tenez, bien sûr, la civilisation. Bien sûr. Donc quand on... Une guerre civile... Oui, mais quand il y a ce concept, ça veut dire qu'on partage les mêmes valeurs et on se retrouve en guerre. Non. Une guerre civile, les mots ont un sens. Il a fait exprès. Oui. Je veux dire, Emmanuel Macron connaît le sens des mots, vous me l'accordez. Donc quand il dit guerre civile, c'est parce qu'il veut dire la France, l'Allemagne et l'Angleterre sont en vérité des mêmes pays, un même pays. Bon. Est-ce que vous considérez que des guerres entre le Japon et la Chine sont des guerres civiles? Non. Et pourtant, c'est la même ère civilisationnelle. Eh ben, est-ce que Ils vous diront qu'ils ne sont pas les mêmes, la même culture. Mêmes peuples. Eh ben, nous non plus. Nous non plus. Oui. Il y a des peuples. Et je reviens, si vous me permettez, à l'histoire. Rassurez-moi, vous n'êtes pas pour le retour des guerres tout court entre les pays d'Europe. Non, je ne plaide pas pour le retour des guerres. D'accord, mais vous reconnaissez que l'Europe, l'Union européenne a apporté une paix qui était bien souhaitable. Ah, ce n'est pas l'Union européenne qui a apporté la paix. Non, ce sont les créateurs de la... C'est la paix qui a apporté l'Union européenne. C'est-à-dire que parce que les 3 pays que j'ai cités, les Anglais, les Français et les Allemands, épuisés par 2 siècles de guerre depuis le XVIIIe siècle, entre la France et l'Angleterre, puis l'Angleterre, la France et l'Allemagne, pour l'hégémonie européenne, épuisés par ces 2 siècles de guerre, en 1945, n'étaient plus assez forts et ont permis l'émergence des géants américains, et à l'époque on disait soviétiques. Voilà pourquoi il n'y avait plus de guerre, plus la menace nucléaire. C'est pas parce qu'il y a l'Union européenne. Non. Cette volonté politique, ma chère Rutel Krief, elle existe depuis le XVIIIe siècle. Oui. On en parle depuis le XVIIIe siècle. Elle a marché, là. Dans les années 30, on en parlait aussi. Aristide Briand pensait déjà à une Union européenne. Non, elle a marché parce que les 3 grandes nations européennes étaient épuisées et étaient dominées
par les États-Unis et avait peur de l'Union soviétique. Et Éric Zemmour, la dernière guerre qu'on est en train de livrer, elle est la guerre au Covid-19. Est-ce que l'Europe ne nous a pas aidés pour les vaccins? Les vaccins, je précise, oui. Les vaccins, ils étaient produits par Pfizer et BioNTech en Allemagne, par exemple, puisque BioNTech est allemand. Il y a eu une discussion en Allemagne. Il y a eu une volonté de garder les vaccins pour eux. Et en fait, il s'est passé qu'il y a eu une règle européenne, un partage et une production européenne des vaccins. Est-ce que ça, c'est pas un plus de cette Europe? D'abord, encore une fois, vous voyez, c'est la 3e fois, je ne fais pas exprès, je réponds à vos questions. C'est la 3e fois que je peux vous dire que cette fois-ci encore, la Commission de Bruxelles a transgressé les traités. Parce que la santé n'est pas dans les compétences de la Commission de Bruxelles. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est une question fondamentale. Non. Là, la question, c'est une décision de la Commission de où l'Allemagne décide qu'elle partage c'est pas l'Allemagne qui a décidé. Non, l'Europe décide c'est de la répartir Commission de Bruxelles qui a vaccins. pris en main. Et vous vous souvenez que ça a été une catastrophe au début. Parce que la Commission de Bruxelles a très mal négocié. Elle a négocié au rabais, on ne les avait pas. Vous vous souvenez de cette histoire quand même? Parce que bon... maintenant, vous réécrivez l'histoire. Non, mais moi, j'étais très sévère sur les vaccins au début, personnellement. sur la façon dont les vaccins ont mis beaucoup de temps à arriver, en France notamment. Très bien. Les Allemands nous auraient vendu les vaccins de la même façon. On les aurait eus de la même façon. Tout ça, c'est une histoire racontée. Et je voudrais revenir à notre histoire d'emprunt. Vous avez dit, c'est formidable, on a 750 milliards. Je tiens à dire qu'on les remboursera. Et quand on remboursera plus que ce que la France a obtenu. La France a obtenu 39 milliards en prêts. 40, oui. Et elle a vu sa contribution au financement de l'Europe, son quota, vous savez que c'est par des systèmes de quotas, nous on est à 18% à peu près, les Allemands un peu plus, on va rembourser plus de 60 milliards. Alors, c'est pas tout de suite. Oui. Monsieur le maire est tranquille, il n'aura pas à rajouter encore ça à sa montagne de dettes. Mais il n'empêche Vous ne l'auriez pas fait. Monsieur Macron a tellement bien remboursé, vous ne l'auriez tellement pas bien fait. négocié. Attendez, je vais répondre. Et a tellement bien négocié qu'on va rembourser plus que ce que l'on a obtenu. Donc vous non, n'auriez je pas ne fait l'aurais ça. pas Qu'est-ce fait. que vous auriez fait? Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Je vais vous dire. Pour le quoi qu'il en coûte, qui était une bonne décision initiale, après, on savait qu'on allait le financer par la dette. Je vous répète que la politique de la Banque centrale européenne suffisait très bien. Économiquement, ça suffisait. Parce que tout simplement, il y a eu un changement. D'accord, mais vous auriez fait quoi? Et la Banque centrale européenne aurait financé les besoins de la France, aurait financé les besoins de l'Allemagne, aurait financé les besoins des autres pays, sans aucun problème. Et je vous répète, il n'y avait pas besoin de ce prêt supplémentaire. C'est de l'idéologie de M. Macron. Mais c'est le problème avec M. Macron. C'est qu'il... Attendez, je finis. Oui. C'est que c'est toujours la même chose. Il est prêt à sacrifier les intérêts de la France à ces chimères de fédéralisme européen. Moi, ce que je veux pour l'Europe, c'est une Europe des nations, une Europe des peuples qui ne sacrifie plus les intérêts de la France à des chimères idéologiques. Je veux d'abord défendre les intérêts de la France. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de pays qui sont prêts à s'allier à la France pour défendre ses intérêts en fonction des volontés des uns et des autres. Et il y a pardonnez-moi, mais parce que j'ai un projet pour l'Europe dans mon discours, j'ai assez développé, je pense qu'avec cette origine-là, défense, conviction qu'il n'y a pas d'États-Unis d'Europe, que ce sont les nations qui sont à la base de l'Europe, c'est d'ailleurs le génie européen, et défense des intérêts de la France, il nous faut arrêter l'expansionnisme de la Commission de Bruxelles. Nous devons arrêter cette façon qu'a la Commission de se mêler de tout en dehors des traités. Donc, nous devons bloquer, et je suis sûr qu'il y aura une minorité de blocage. Nous pouvons même envisager une réforme pour permettre aux États d'avoir eux aussi l'initiative législative. Parce que vous savez, le fonctionnement est compliqué, mais c'est la Commission de Bruxelles qui est toujours à l'initiative. Le Parlement aussi aurait des initiatives législatives. Oui, c'est nouveau, voilà. C'est nouveau, et c'est ce qu'a annoncé aussi Emmanuel Macron. Et bien justement, je suis contre. Je pense que c'est les États qui doivent avoir l'initiative. Il faut redonner du pouvoir aux États. On va y revenir, parce que je veux savoir aussi quelle est votre différence avec Marine Le Pen ou avec Michel Barnier, qui vient de partir au nom de Valérie Pécresse. Mais vous parliez de la Commission européenne. Vous n'avez pas le sentiment qu'elle peut être plus qu'utile parfois? Je vous donne un exemple. Face à l'attaque hybride du Bélarus contre la Pologne,
Qu'aurait fait la Pologne si la Commission et si les pays européens, Emmanuel Macron, Angela Merkel, mais la Commission européenne n'avait pas fait suspendre les vols du Proche-Orient pour éviter l'arrivée de migrants à la frontière polonaise du C'est Bélarus. la Commission de Bruxelles qui a fait ça. La Commission de Bruxelles a menacé un certain nombre de pays. Pas la Commission. Non, attendez, pardon, s'il vous plaît. La Commission de Elle peut Bruxelles. menacer personne. Elle n'a pas un si. tank et pas un avion. La Commission de Bruxelles, Si. vous savez. Elle a menacé d'embargo, de rétorsion financière, l'Irak, le Liban et Alors, même je la vais vous Syrie pour arrêter ces vols. Ils ne se sont pas arrêtés miraculeusement. Non. Je vais vous dire si. ce qu'elle a fait de bien, la Commission de Bruxelles. Parce qu'elle fait des Parce choses. que la Pologne l'a reconnu, ça. Hein. Attendez. Je vais vous dire ce qu'elle a fait de bien. Et c'est très intéressant. Ce qu'elle a fait de bien, c'est qu'elle a suspendu d'elle-même Schengen, les accords de Schengen, les accords européens. Elle a autorisé la Pologne et la Lituanie, les États baltes en général, de bloquer les demandeurs de droit d'asile pour leur permettre de faire des demandes à l'extérieur des frontières. Attendez, c'est très important. Bien sûr. Parce qu'une fois de plus, vous voyez, je n'avais pas prévu de vous faire une telle démonstration, mais une fois de plus, on s'assoit sur les traités. Et la Commission elle-même s'assoit sur les traités. Et c'était très intelligent de sa part. Vous voyez, je ne suis pas de mauvaise foi. Moi, ce qui Attendez, je c'est finis. la capacité, Je finis ma démonstration. L'adaptation de cette Commission européenne. Faites-moi plaisir, cette je Europe. finis ma démonstration. Donc, ça veut dire que moi, vous savez, je l'ai expliqué cet après-midi, je l'explique depuis des mois, ma priorité, c'est l'immigration. Et donc, je veux suspendre toutes les règles européennes pour l'immigration pour sauver le peuple français du grand remplacement. Et donc, je veux effectivement prendre des tas de mesures qui seraient condamnées par les juges dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, la Commission de Bruxelles elle-même se rend compte, en vérité, c'est pas qu'elle a une capacité d'adaptation, c'est qu'elle se rend compte elle-même, on pourrait d'ailleurs prendre d'autres exemples sur l'industrie, etc., de l'inanité de tous ces principes, de toutes ces règles. En vérité, il faut changer complètement le fonctionnement de l'Europe, et même la Commission de Bruxelles s'en rend compte. Seulement, elle le fait en catimini. Seulement, elle change, elle donne raison aux gens qui critiquaient son fonctionnement, mais en disant que c'est au nom de la gloire de l'Europe. Et vous, cher Rutel-Krief, vous dites « Ah, c'est formidable, quelle capacité d'adaptation !» Non, au contraire, ça veut dire quel aveuglement. Depuis 30 ans, elle impose des règles qui ne fonctionnent pas et qui sont nuisibles aux États et en particulier à la France. Alors, concrètement, si vous étiez élu président, vous arrivez et vous arrivez en un claquement de doigts à changer le fonctionnement de la Commission européenne, alors que les autres pays, on est 27, sont d'accord pour ce fonctionnement jusqu'à présent. Non. Et vous ne sortez pas non plus de l'Europe. Je ne sors pas de l'Europe ni de l'euro. Alors donc, je n'ai pas du tout cette présomption. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne claque pas des doigts. Attendez, il se passe rien. Ah non, il se passe des choses. Il se passe deux choses d'abord fondamentales. La première, c'est que la France dira, voilà, pour l'immigration, pour l'intérêt vital de mon pays et de mon peuple. Je suspends toutes les règles, je rétablis les frontières, je supprime des droits comme le regroupement familial, je supprime le droit du sol, j'estime que le droit d'asile désormais se fera à l'extérieur, vous voyez, comme la Commission. Oui. Pour les Polonais, je supprime les prestations sociales non contributives aux étrangers, extra-européens d'ailleurs. Vous voyez, j'ai des tas de mesures, j'expulse les délinquants étrangers. Bon, tout ça, quelle que soit l'attitude du juge, qu'il soit français ou européen, je le fais. Oui. Et je dis à la Commission de Bruxelles... Sujet, qui est très important, mais c'est le seul sujet sur lequel vous faites changer, vous tentez de changer les choses. Je n'essaye même pas de tenter les choses. Je dis, moi, je n'applique plus. Je fais ce que je veux, je suis la France, je suis un pays souverain, et je pense que l'intérêt suprême de mon pays est en jeu. Et donc... Après, je propose... Attendez. Je pense que, parce que j'ai étudié un peu la question, je pense que de nombreux pays seront d'accord avec la France. C'est ça aussi que je pense changer. Il y a eu une tribune dans le Figaro de 11 pays. Vous voyez, 11, c'est pas rien. Il y avait évidemment la Hongrie et la Pologne, mais aussi la Grèce, mais aussi l'Italie, mais aussi la Lituanie, mais aussi le Danemark. Vous voyez, des pays variés, différents, qui n'ont pas les mêmes traditions, et qui critiquaient la politique migratoire voulue par la Commission de Bruxelles. Et donc, si vous voulez, je pense que de nombreux pays, ceux-là en particulier, seront d'accord avec la France. À partir de là, on peut éventuellement modifier
le fonctionnement, comme je vous l'ai dit, de l'organisation européenne. Mais je sais très bien que ça va prendre des mois, voire des années, qu'il faut une unanimité. Je sais très bien que ça ne se fait pas comme ça, Oui, justement. parce qu'en fait, d'abord, on a une question, c'est quelle est la différence avec Marine Le Pen, du coup? Parce qu'elle aussi, elle veut ni quitter l'Union européenne, ni elle remet plus en question l'euro, et elle veut, comme vous, une Europe des nations. Elle veut remettre l'Union européenne à sa place. Sur l'immigration, elle a à peu près les mêmes Vous avez mesures. raison, il y a beaucoup de points communs dans ce que vous dites, mais je vous avoue, Marine Le Pen, j'ai du mal parfois à la suivre. Elle était contre l'euro, maintenant elle est pour, elle était contre la sortie de la CEDH, puis elle était pour la sortie, puis contre. Donc j'avoue que je m'occupe pas de ce qu'elle dit, Marine Le Pen. Vous savez, j'ai bien compris le petit jeu des journalistes depuis des mois. Vous allez voir Marine Le Pen et vous lui dites Éric Zemmour a dit ça, et puis après on va me voir et on dit Marine Le Pen a dit ça. Donc moi, je ne m'occupe pas de Marine Le Pen. Celui qui a commencé à parler de Marine Le Pen, c'est vous, à la fin du mois d'août, où vous avez dit elle ne pourra pas gagner. Je pourrais vous répondre que Marine Le Pen ne cessait de parler de moi, même avant les vacances. Mais bon, c'est pas. On va arrêter ce petit jeu. Moi, je parle de la France aux Français. Et je vous remercie de me donner cette possibilité. Vous voyez, on a parlé de mon projet, de mon rêve européen. Bien sûr. Un rêve européen avec des nations et le respect de la démocratie. Écoutez Michel Barnier qui vient de partir de ce plateau, oui, et voilà ce qu'il disait. Je ne vais pas passer trop de temps à polémiquer avec M. Bardella. C'est un nationaliste, comme Mme Le Pen, comme M. Zemmour. Moi, je suis un patriote, et je suis un patriote européen, comme l'a d'ailleurs dit Valérie Pécresse. Nous sommes patriotes européens. Voilà la différence, je crois, assez irréconciliable avec M. Bardella. Il a raison. Un patriote, vous n'êtes pas un patriote européen. Moi, je suis un patriote. Français. Français, voilà. Et pas un patriote européen. Voilà. Et donc un nationaliste. Parce que non, pardonnez-moi. Patriote européen, c'est comme, ça c'est le concept oxymorique. Vous savez, un oxymore, la contradiction entre deux termes, c'est comme le concept de souveraineté européenne de M. Macron. C'est la même chose. Michel Barnier, il a dit qu'il préférait l'indépendance. Oui, bien sûr, mais vous savez, ces gens-là sont les mêmes. M. Barnier a été commissaire européen, je connais bien. Il a la même idéologie que M. Macron et que Mme Pécresse. Tout ça, ce sont les mêmes. Il a dit sur ce plateau qu'Emmanuel Macron n'avait pas tiré les leçons du Brexit et qu'il fallait changer l'Europe pour tenir compte de cet échec. Le coût du changement de l'Europe par les européistes, ça fait 30 ans qu'ils nous le font. M. Barnier est dans la continuité du numéro, vous savez, depuis Jacques Delors dans les années 80. Il faut changer l'Europe. Non, il faut changer l'Europe, oui, mais pas par eux. Et M. Barnier, je le répète, et comme M. Macron, comme Mme Pécresse, ce sont des gens qui considèrent que la France a fait son temps et qu'elle doit se dépasser dans un engagement européen. Ils le disent eux-mêmes, souveraineté européenne, patriotisme européen. Mais l'Europe n'est pas une nation, l'Europe est une civilisation ou une géographie. Ce dont ils parlent, c'est l'Union européenne. Vous voyez, les mots ont une importance. Mais en fait, l'Union européenne, c'est une organisation internationale. Mais je comprends, ce n'est pas les États-Unis d'Europe. Non, mais si vous étiez élu Nous président... ne sommes pas le Texas, rue Mais on ne Kiev. voit pas bien ce qui changerait, parce qu'on ne voit pas bien... Je vous l'ai dit. Oui, j'ai bien entendu. Mais pardonnez-moi, c'est un changement très important. On peut avoir du mal à croire à la faisabilité, parce que vous n'avez jamais gouverné, vous n'avez pas l'expérience de ce que peut être un changement aussi important sur une structure qui dure depuis l'après-guerre, quand même. Rue Telkrieff, vous tenez un point important. Je n'ai pas l'expérience du gouvernement. Vous avez 1000 fois raison. Donc je ne suis pas comme les autres, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Eux, ils ont l'expérience de l'impuissance. De l'impuissance érigée en principe de gouvernement. Donc évidemment, leur rêve, c'est que quand ils sont élus président de la République, c'est pour donner toujours plus de pouvoir, toujours plus de compétences à l'Union européenne et à ses institutions. Moi, c'est l'inverse. Je ferai revenir des compétences au niveau de l'État français, parce que c'est la base de la démocratie et de la souveraineté française. On va regarder ensemble ce rolling. Vous savez, c'est notre sondage quotidien pour l'IFOP. Et là-dedans, je vous parlais de Marine Le Pen. Elle a pris un point. Elle a 18 points ce soir. Elle est donc qualifiable au second tour. Alors que vous, depuis le début de ce sondage, qui est maintenant presque une quinzaine de jours, vous avez perdu des points. Vous avez été à 12, puis à 14, puis vous êtes redescendu à 11,5. Vous connaissez très bien les sondages. Vous êtes un journaliste politique à l'origine, vous travaillez aussi avec comme candidat. Bien sûr. Donc j'ai envie de vous dire, ça va pas trop la campagne. Écoutez, les sondages sont importants. Je ne vais pas vous dire que c'est pas important. Je ne vais pas vous refaire la blague que nous aimions tant tous les deux de Jacques Chirac. Il faut
mépriser les hauts et repriser les bas. Bon. Mais Donc vous regardez comment se bat? je regarde. D'abord, c'est pas le seul sondage. Non, bien sûr, mais enfin, Il y en a beaucoup. ils vont tous dans le même sens. Ils vont tous dans le même Ça sens. dépend, non. Bon. Il y a le sondage, il y a eu un sondage Cluster 17 Ouais, voilà. où je montais, où je dépassais Madame Pécresse. Non mais Oui, il y en a un. Il y en a un. il y en a un et Absolument. il y en a deux, je baisse. Bon. Mais de toute façon, je pense que, vous savez, les sondages vont être comme ça, vont faire du yo-yo pendant encore plusieurs semaines. Je pense que les gens ne vont vraiment rentrer dans la campagne présidentielle qu'au mois de mars, quand il y aura les débats télévisés. On a vu ça en 2017. On a vu comment Mélenchon avait complètement remonté et éradiqué, si j'ose dire, la candidature de Benoît Hamon uniquement avec les débats télévisés. Madame Pécresse et Madame Le Pen ne pourront pas toujours refuser des débats avec moi. Il y a un moment où elles devront quand même affronter devant les téléspectateurs et on pourra voir nos convictions. Donc vous aurez vos parrainages. Et bien sûr que j'aurai mes parrainages. D'accord, donc il n'y a plus de doute, il n'y a plus de, Non, mais vous savez, il y a de toujours un doute chantage, parce que, d'inquiétude. Combien vous en avez ce soir? Là, on a depuis une semaine, 15 jours, ça s'accélère. Donc là, on a dépassé les 350, on approche les 400. Je suis mesuré, mais manifestement, les maires ont compris qu'il y avait là et ce ne sont pas des fonction démocratique. Et ce ne sont pas des LR qui vous les ont donnés comme les mauvaises langues le laissent Non, entendre. c'est pas les mauvaises langues, c'est les gens de Marine Le Pen. C'est pas pareil, bon, c'est peut-être des mauvaises langues, mais moi je ne crois pas du tout. Non, vous savez, les LR ont des consignes très strictes, donc il n'y a pas de souci. C'est des gens, des non-inscrits, des gens de petites communes qui ont envie soit de me soutenir, soit qui considèrent que je dois être Est-ce que vous candidat. Quand on voit cette différence entre vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous étiez à peu près à égalité avec Marine Le Pen ou un petit peu à touche-touche, et vous avez, bien devant à vos premiers sondages, à 17% dans le sondage Louis Harris pour Challenge à l'époque au début. Mais là, elle a repris l'avantage. Elle a tenu bon. Vous qui êtes un analyste, vous vous dites, elle a tenu bon devant mon offensive. Et moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous ne l'avez pas remplacée dans la figure qui inquiète, qui représente une menace pour la démocratie? Et est-ce que vous n'avez pas contribué à adoucir son image? Alors là, c'est encore une fois des éléments de langage du Rassemblement national, c'est très bien. Mais je suis pas dans les éléments de langage. Comme journaliste, je suis pas tout à fait dans les éléments de langage. Ce qui est vrai, c'est que manifestement, je suis le seul qui inquiète le pouvoir et le système. Je vois bien à l'intervention des juges dans ma campagne, à l'intervention des antifas. Je vois bien que, si vous voulez, je suis le seul qui inquiète vous vraiment. Vous victimisez un petit peu là. Non, je victimise un petit peu. Mais il y a des sondages qui disent qu'il y a 64% des Français qui considèrent Éric Zemmour comme le représentant d'une extrême droite nationaliste et xénophobe. Mais parce que les médias ne cessent de le répéter. J'allais ajouter les médias. Oui. Manifestement. C'est trop facile parce que vous accusez les médias et en même temps vous venez et tant mieux, on vous en remercie, c'est la démocratie. Mais bien sûr. Et donc vous voyez bien que. Mais je ne dis pas qu'on ne m'invite pas. D'accord. Donc, mais il y a un discours. Et on vous interroge correctement, honnêtement, vous respectueusement. Très correctement, je ne dis rien à dire. D'accord, mais c'est important parce que vous avez fait un discours pour vos vœux sur les journalistes qui était d'une très grande violence. Non, qui était lucide. Et qui, pas violent. Vous savez, peut-être peut porter la démocratie, vous vous souvenez, comme moi, François Mitterrand aimait à dire que la démocratie, c'était le choc des idées, la confrontation des idées. Moi, je suis resté à cela. La démocratie, il faut opposer ses convictions franchement. Et moi, je pense qu'il y a deux choses. Pourquoi c'est pas du tout pour me victimiser. C'est que simplement, d'abord, je suis le candidat du réel, quand les autres sont les candidats de l'illusion, de l'indignation professionnelle. Et je suis surtout le candidat, le seul, et là j'y tiens, qui peut faire l'union des droites, qui peut rassembler le peuple de droite. Madame Pécresse ne le veut pas, parce qu'elle est restée dans la logique chiracienne du cordon sanitaire, logique imposée par la gauche et François Mitterrand, et Madame Le Pen ne le peut pas, parce que, je finis ma phrase, parce que les électeurs de LR ne veulent pas voter pour elle. Donc, évidemment, je comprends que je suscite les plus grandes craintes. Vous voyez, c'est pas de la victimisation. C'est pas seulement ça. Il y a, j'entends, vous dites sur votre stratégie politique, mais il y a aussi quelque chose de personnel.
Il y a aussi quelque chose de politique et de personnel. Lorsque vous avez parlé sur les enfants en situation de handicap, vous êtes apparu inhumain, vous êtes apparu peu empathique, vous êtes apparu comme quelqu'un... Vous savez, non mais ça, savez du qu'on coup fait vous croire- suscitez un coefficient de très bien- rejet qui est très Vous important. savez très bien qu'en prenant une phrase, Oui, une image, je on connais fait la croire phrase. n'importe quoi. Je connais la Donc, phrase. en l'occurrence, je vais vous dire, Ruth Elkrief, c'est absolument indigne ce qu'on m'a fait. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il y avait des enfants handicapés. J'ai dit des enfants handicapés, pas les enfants, par exemple, handicapés physiques, mais des enfants handicapés qui souffraient à l'école, dans les écoles ordinaires. J'ai dit cela et c'est devenu, il veut exclure tous les enfants handicapés. Il y a même Daniel Cohn-Bendit qui a dit, il est pire qu'Hitler. Vous voyez la manipulation. Oui, mais là, Qu'est-ce que j'ai dit? moi, Attendez, je vous pose une il y a question. j'ai En vous disant, mais vous avez Ruth- choqué, vous mais avez Ruth Elkrief, eu l'image de quelqu'un qui manquait d'empathie, parce qu'il y a Ruth- une phrase que vous avez dit, ce n'est pas bon pour les autres enfants. c'est pas bon pour les autres, c'est pas bon Et pour eux. ça a beaucoup choqué. Mais non, mais c'est parce que c'est pas bon pour personne. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent. Oui, il y a des enfants qui souffrent, des enfants handicapés qui souffrent. J'ai reçu, je vous assure, Oui, Ruth Elkrief, oui. des milliers de lettres ou de messages, de mails, enfin vous savez tout ça, sur les réseaux sociaux, qui m'ont dit, de parents d'enfants handicapés, qui m'ont dit, vous avez raison. Vous avez raison, notre enfant souffrait en école ordinaire, au milieu des autres, c'était terrible. y a pas- Donc, attendez, je vais vous dire, en vérité... Moi, je vais vous dire, c'est Éric très Zemmour, est-ce facile. que vous avez bien travaillé ce sujet? La vérité, c'est est-ce qu'on a eu le sentiment sur un sujet aussi sensible qui touche 12 millions de Français que vous n'aviez peut-être pas Mais préparé suffisamment? Pardon, Mais en parce l'occurrence- que vous savez que les structures, elles existent à l'intérieur de l'école et Oui, elles mais sont non, pas, mais elles non. ne sont pas C'est les la fameuses- banalisation les fameuses dans l'école. Ulysse. Voilà. Il y a les deux. Il y a les enfants qui sont dans les classes ordinaires, il y a les enfants qui sont dans les établissements ordinaires avec les fameuses structures Ulysse, sauf que vous savez que ce qu'on appelle les AESH, Les assistants, les enfants aides, en qui situation s'occupent. de handicap, sont beaucoup trop peu nombreux, ils sont mal payés. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'enfants qui prennent le taxi pour aller passer la frontière belge, parce qu'en Belgique, il y a davantage d'établissements spécialisés. En vérité, vous savez, derrière Mais ça vous a le coûté. cirque d'indignation de toute la classe politique, de Marine LePen à Valérie Pécresse, à Oui, mais Emmanuel donc- Macron. Donc c'était une gaffe. Attendez, donc, c'était une c'était grosse pas. erreur. Laissez-moi finir. En vérité, c'est un problème budgétaire. C'est-à-dire qu'un enfant dans un établissement ordinaire, il coûte 6 000 euros. Un enfant dans un établissement spécialisé, il coûte entre 30 000 et 70 000 euros. Il coûte- Et donc, le gouvernement... Il et ne coûte pas. Bon, vous savez, pour l'éducation nationale et pour l'État, c'est un coût. Alors- C'est normal, on doit payer. Donc moi, je propose au contraire... c'est de l'intégration mettre d'un plus enfant dans la vie, d'établissements c'est pas spécialisés. pas des chiffres. Hein. Mais oui, mais ne croyez pas derrière, Oui, bien derrière sûr. cette discussion et après on dit ah Zemmour il manque d'empathie. Non, il y a des histoires de gros sous qui sont lamentables. Alors- et tout le numéro derrière est absolument indigne. Éric Toute la Zemmour. cabale politique et médiatique a été indigne. Éric Zemmour, aujourd'hui, vous étiez à Calais Mhm. pour parler de l'Europe et pour parler des migrants. Bon, ça a été difficile. Vous avez rencontré des gens, vous avez parlé, mais vous avez dû interrompre et rentrer assez vite. Est-ce que, parce qu'il y avait des manifestants, parce que c'était compliqué, à chaque fois que vous sortez, c'est compliqué. Ruth Elkrief. Est-ce que ça, c'est pas un problème pour faire campagne et pour aller jusqu'au bout? Elkrief. Je dirais même si vous arriviez au deuxième tour, pour être président. Et là, je parle du coefficient de rejet. Ça, c'est très important. savez- Un président, c'est pas quelqu'un qui est rejeté à ce point. Attendez, Ruth Elkrief, il n'y avait pas des manifestants. Il y avait des racailles d'extrême gauche appelées Antifa. Et il y en avait une trentaine. Et je tiens à vous dire quand même que cette journaliste, je le fus, c'est un journaliste qui a donné mon signalement, si j'ose dire, aux racailles d'extrême gauche. Nous porterons plainte contre lui. Nous l'avons identifié et nous porterons plainte contre vous. C'est exactement Pas la contre même moi, hein. histoire Vous qu'à avez dit Marseille. contre vous. Contre lui, j'ai dit. Oui, mais bon. Excusez-moi. C'est de la même histoire qu'à Marseille. Il faut que cela cesse. Parce qu'on connaît le système. On appelle les antifas, on appelle les racailles d'extrême gauche qui viennent faire de la violence et après on dit « Oh là là, Éric Zemmour est violent ». Non. Ce n'est pas moi qui suis violent. Moi, je suis allé à Calais, j'ai fait un discours, j'ai rencontré des syndicalistes policiers, j'ai Bon, mais rencontré des gens. c'est votre Il y a- discours qui est vécu comme violent. Pas du et tout. comme- C'est la démocratie, Ruth Elkrief. Donc si vous estimez qu'il y a en démocratie des discours qui sont interdits, il faut me le dire.
Et si vous estimez que les antifas ont le droit de venir perturber mes discours avec la complicité de certains journalistes, il faut me le dire. Mais il ne faut pas dire que c'est moi qui provoque la violence. C'est en vérité une manipulation. Alors, vous êtes aussi un candidat qui a un agenda judiciaire assez chargé. C'est relativement rare. Demain, il y a une nouvelle audience. Sur les propos sur Pétain que vous avez prononcés. Je vais vous dire. Il y a 2 jours, j'ai été condamné pour mes propos sur les mineurs isolés. Demain, vous avez une nouvelle audience sur Pétain. En appel, parce que vous aviez été relaxé parce que j'ai gagné en première instance. Absolument. Merci Votre de avocat remarquer. était sur ce plateau pour le rappeler. Mais quand même, c'est très lourd. Je ne vais pas revenir sur cette polémique qui existe et qui fait qu'il y a un certain nombre de gens qui n'apprécient pas du tout votre campagne et votre candidature. Ces paroles avaient suscité un tollé. Les historiens ont publié des livres depuis. Des historiens, bien sûr. Vous regrettez ces déclarations? Elles perturbent votre campagne? Non, ce n'est pas mes déclarations qui perturbent. Encore une fois, c'est la même chose. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas étonnant si tout cela m'arrive. C'est parce que je suis le seul danger, en vérité. Je suis le seul candidat de rupture avec le système. Je suis le seul candidat de rupture. Et donc, je suis le seul danger réel pour les hommes de pouvoir et pour le système. Donc, on me fait tout. On voit la racaille d'extrême gauche, on me fait des cabales médiatiques. Et il y a les juges qui interviennent. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous ne trouvez pas ça bizarre que les juges... C'est le cours de la justice. Mais la justice, non, pour vous, attendez, laissez-moi finir. Vous ne trouvez pas ça bizarre que des juges, comme ça, interviennent et jugent des affaires sur un candidat à l'élection présidentielle pendant la campagne? Non, vous ne trouvez pas ça bizarre? Moi, je trouve ça bizarre. Oui. Excusez-moi. C'est le cours de la justice. Il y a une instance. Vous avez été relaxé en première instance. Il y a un appel. Oui. Ils auraient très bien pu retarder de 3 mois. Pour vous faire un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est pour ne Ils pas l'ont pas fausser... fait à d'autres, vous vous en souvenez. Mais justement, ils ont volé. Vous faites une réflexion très pertinente. J'estime, moi... C'est le déroulement de la justice. Rutel Krief, non. J'estime, moi, que, effectivement, la justice, comme vous dites, a volé l'élection présidentielle à M. François Fillon et aux électeurs de droite. Donc, ils veulent recommencer la même chose. J'espère que les électeurs ne se feront pas voler 2 fois la même élection. Vos propos ont suscité des poursuites. Et en l'occurrence, vous savez très bien, on va pas revenir là-dessus. C'est un délit d'opinion, Rutel Krief. Bon. Ça peut être considéré autrement, mais justement, on revient quand même sur les informations que vous nous avez données. Vous avez suffisamment de parrainage, vous pensez que vous y arriverez? J'en avais encore assez, mais je pense que j'y arriverai. Et vous en avez combien? Je vous ai dit, on approche de 400. Il y a une accélération là depuis 10 jours, depuis l'arrivée de mon ami Guillaume Pelletier. Je tiens à dire quand même que Guillaume Pelletier est arrivé, que nous avons d'autres arrivées de tous les bords. Car je suis le seul qui fera, et qui l'a fait déjà, l'union des droites, du Rassemblement national à LR. Il y a eu un effet Pelletier, c'est ce que vous dites? Oui, sur les maires. C'est normal, c'est un ancien maire, c'est un président de... Je lui ai rappelé un certain nombre de phrases que vous aviez prononcées sur lui, qui étaient assez violentes. Violent. Ah bah si. Enfin, c'est peut-être du talent. Vous pouvez considérer que c'est du talent. Merci. Mais les mots qui sont violents, vous savez très bien que c'est aussi impactant qu'un acte. Mais Guillaume Pelletier, je lui ai rappelé la tribune, le papier dans lequel vous l'avez traité de Rokhaya Diallo, entre guillemets. Vous l'avez assimilé. Ah si, juste après l'élection européenne. Non, après l'élection européenne de 2019, vous avez été extrêmement sévère avec lui. Mais parce que je trouve qu'on s'en est expliqué. Et je trouve qu'il s'était mal conduit avec François-Xavier Bellamy. Je lui ai dit. Voilà. Mais vous savez, on a le droit de ne pas être d'accord avec tout, avec nos amis. Là, maintenant, on est... Évidemment, on ne s'est jamais vraiment disputé. J'ai dit ce que j'en pensais, voilà, et c'est fini. Maintenant, heureusement, on est ensemble pour un grand combat. Et j'ai trouvé que Guillaume Pelletier avait eu un courage extraordinaire, qu'il avait... Si vous voulez, il y a 2 catégories d'hommes politiques. Il y a ceux qui préfèrent leur parti au pays et il y a ceux qui préfèrent le pays au parti. J'ai déjà entendu, parce que vous parliez des éléments de langage, je l'ai reconnu, celui-là. Non, ça c'est une phrase de Churchill. D'accord, mais je peux pas. Vous l'avez beaucoup répété. Comme on me reproche de faire des citations, maintenant je prends ça à mon compte. Ah ouais, mais faites attention quand même, parce que les procédures judiciaires, ça peut continuer. Il y a une procédure. Le Churchill me fera rien. Non, il y a une procédure pour plagiat aussi, contrefaçon du droit d'auteur pour votre clip.
Donc ça, mais non, c'est pas du plagiat. Ah bah, on c'est a pris des contrefactuel. images. Rutel Krief, non, c'est pas des mots. vous n'avez pas payé les droits, quoi. Mais non, mais on a, si vous voulez faire du droit, il y a une jurisprudence qui prévoit que on a le droit de prendre des images pour très peu de temps, de quelques secondes, donc c'est une affaire d'appréciation. Les débats, ils seront sur LCI. Mais avec plaisir. Avec Mais Marine c'est Le pas- Pen, avec Valérie Pécresse. C'est pas moi qui décide, vous savez, ce sont les candidates qui refusent. Moi, j'accepte les débats. Donc ils sont. Et je vous signifie l'invitation ce soir pour ces débats, Je l'accepte volontiers. Je note parce que vous comptez sur ces débats pour rebondir. Non, je n'ai pas besoin de rebondir. Moi, je pense que les débats sont la base de la démocratie, depuis toujours. On débat entre gens qui ne sont pas d'accord. Et comme ça, le peuple tranche. Et aujourd'hui, depuis l'invention de la télévision, c'est pas à vous que je vais apprendre que depuis le grand débat Nixon-Kennedy en 1960, depuis chez nous le grand débat Giscard-Mitterrand de 1974, on sait que la présidentielle se joue à la télévision dans les débats. Mais c'est normal, c'est la démocratie. Donc moi, je ne refuse pas les débats comme certaines. C'est tout ce que je dis. Bon, ben, on les fera. Ils se dérouleront sur LCI. Je l'ai compris, je l'ai entendu. Je vous remercie, Éric Zemmour, d'être venu. Et cette perspective nous intéresse évidemment. Merci d'être venu ce soir. Et merci à vous de m'avoir invité. Dans un instant pour parler de cette interview, de celle de Michel Barnier, de l'Europe et de la campagne française.